En fait, il y a longtemps qu'on avait envie de te voir pour plusieurs raisons. D'abord, je vais caricaturer parce que souvent les gens travaillent par caricature, moi y compris. Dans ma tête à moi, Pascal Vrébos, c'est l'homme de la télé qui termine toujours son interview avec un homme politique en disant « Et maintenant, la question qu'on n'a pas le droit de poser, mais qu'on pose quand même. » Oui. Hein? Oui, alors bon, ben ça, voilà, c'est la vie. En fait, c'est un grand paradoxe parce que moi, j'ai commencé à écrire pour le théâtre à 17 ans. J'écrivais même des petits textes avant. Et la radio, je l'ai fait à 15 ans, à l'INR, enfin à la RTB de l'époque, Place Laget, avec un ami. On avait une petite émission destinée aux jeunes. Non, pour 15 ans. Il y avait Claude François qui faisait toutes les vedettes. C'était l'après-midi des jeunes, qui était dirigé par Francine Arnaud à l'époque. Donc j'ai fait de la radio dès l'âge de 15 ans. Et puis après, j'en ai refait un peu plus tard, mais j'ai tout le temps écrit depuis le départ. J'ai eu des pièces jouées à New York bien avant de faire de la télé. Et alors la RTL. Mais alors, il y a la télé qui arrive, d'abord la RTBF et puis RTL, avec une émission phare à un moment donné qui a du succès. Et alors, ben, c'est comme ça, comme peu de gens vont au théâtre, et finalement peu de gens lisent des livres de littérature, surtout écrits par des Belges, ben, automatiquement, les gens me connaissent d'abord en Belgique francophone par la télé. Et c'est pour ça que pour moi, c'est toujours très agréable d'être joué à l'étranger. Parce que là, quand j'arrive, personne ne me connaît. Et on me parle de théâtre, d'auteur, etc. Mais je me plains pas parce que c'est comme ça. Oui, alors j'ai vu que tu es aussi un romancier, un essayiste. Oui, j'ai écrit 2-3 romans. Oui, il y en a un d'ailleurs, L'Homme Caramel, vient d'être réédité. D'abord parce qu'il était épuisé, mais aussi parce que certains ont trouvé qu'il était d'une actualité brûlante. Et dans les essais ou dans les romans, les biographies, il y a Henri Miller, le bouquin sur ta table. Là. Alors ça c'est Alors Henri Miller, ça c'est ma grande rencontre quand j'avais 25-26 ans. Nous étions en correspondance, et puis à un moment donné, il m'a dit si on se voyait, je résume, hein. Et puis, si on se voyait, bah, c'était pas évident, parce que moi, j'avais pas un bal. Et puis, il fallait aller à Pacific Palisades. Ah bon? Et donc, enfin, je raconte dans le bouquin... T'as été comment? Ah, j'étais en avion, mais je raconte comment j'ai réussi à trouver de l'argent. Ah bon? C'était pas simple. Et puis, je suis arrivé là-bas, on a passé une semaine ensemble, c'est-à-dire 5 après-midi, 2h30, 3h. J'y ai croisé son dernier amour, à l'époque, qui était Brenda Venus. Il a écrit à peu près 2000 lettres d'amour furibond. Et puis là, Genèse Édition a décidé de rééditer cette conversation. Et l'idée, c'était d'aller voir qu'est devenue Brenda Venus. J'ai été à Las Vegas au mois de juin. J'ai rencontré Brenda Venus. Et ça, c'est la seconde partie du bouquin. Donc, 30 pièces de théâtre. Bon, et la plupart, une dizaine au moins ont été jouées. Pour plus. Plus. Ouais, plus. Oui. Et jouées dans différents pays. Hein. Oui. Et traduites. Et traduites, oui. Il y a deux petites questions que je me pose. Et ça ressemble à ta question typique, la question qu'on ne peut pas poser mais qu'on pose quand même. Il y en a deux. Il y a d'abord, je vois que sur RTL, tu vas te lancer dans le sexe. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle un teasing mensonger. Bon. Non, en fait, j'ai fait une émission que je qualifierais de plongée anthropologique, qui va d'ailleurs passer très bientôt, le 17... ça rappelle la solitude du pénis. Le 17 novembre, oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, l'idée, le concept de l'émission, c'est faire une immersion dans des couples, dans des familles, pendant un jour, une soirée, de gens qui ont des visions et des manières de vivre complètement différentes. Ici, il y avait un curé, un prêtre, qui a une abstinence totale, du moins le dit-il, des polyamoureux de 70-75 ans qui ont plusieurs relations, mais tout le monde sait tout, c'est peut-être quelque chose de tout à fait neuf, et alors un couple libertin, très libertin, qui a une sexualité qui peut peut-être choquer, mais il s'en explique. Et donc, immersion chez ces gens, et puis ensuite, ils sont à table et on discute. Passionnant, à la fois drôle, tendre, ça peut choquer, mais en même temps, on apprend des choses, c'est la vie. Alors, une autre question qu'on ne peut pas poser et qu'on pose quand même, j'ai lu des trucs, mais alors horribles sur toi, Oui. sur l'affaire Nétis.
Oui. Donc, je crois que tu étais consultant chez Netis, et puis tu as démissionné en février. Oui, non, en fait, c'est pas tout à fait exact. Oui, je m'en doute. Je m'en doute. C'est pas tout à fait Ça m'a exact. fort étonné aussi, parce que Netis, c'est surtout une affaire de socialiste, et toi, tu es plutôt considéré comme quelqu'un de droite ou MR. Oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Ah bon, alors, voilà, ok. Voilà, alors j'ai dit n'importe quoi. Non, mais voilà, ça, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les bruits, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dirigé M Belgique, qui était le Marianne belge pendant quelques années. Puis les actionnaires français se sont retournés contre les Belges. Et donc, à un moment donné, ça devenait compliqué. Et Netis est rentré dans le capital de M Belgique. Et puis, a racheté Moustique. Oui. Et donc, moi, j'étais évidemment dans M Belgique. Et donc, je suis resté, à un moment donné, consultant pour justement Moustique et les autres titres. Alors, il y a eu évidemment le scandale Publifin, et donc là, j'ai dû, étant donné que j'ai une émission où j'interroge des tas de gens, j'ai dû interrompre mon contrat. Ah oui, parce que tu devais... Mais qui était un contrat qui remontait bien loin, parce qu'ils étaient rentrés dans le capital. Donc voilà toute l'affaire. Et tu as démissionné, hein? J'ai interrompu mon contrat. La dernière caricature, et puis on passe au théâtre, Patmos. C'est vrai, Ah oui, Patmos. que tu te réfugies là-bas pour écrire. Oui, oui. Mais Patmos, j'ai découvert cette île que je trouve paradisiaque et surtout d'une haute spiritualité. J'ai découvert ça très jeune, quand j'avais... moi, les âges... 28-29 ans. Et je devais écrire ma rencontre avec Miller. Et ce sont des amis qui m'ont dit, tiens, nous on a été à Patmos et tout. J'étais à Patmos 2-3 jours pour voir ce que c'était. J'y suis retourné un mois et chaque année, j'y suis retourné. En général, pour écrire, alors au début, je ne restais que 3 semaines, mais je suis resté de plus en plus longtemps en été. Et c'est vrai que depuis d'ailleurs plusieurs années, je reste à peu près 6 à 7 semaines chaque été, où je travaille là-bas, mais c'est une autre vie, et où en général, j'écris une pièce de théâtre. On te casse-moi les pieds aussi. Hein. Oui, mais bon, j'écris une pièce de théâtre et je la lis devant un petit comité sur ma terrasse le 20 août à 20h20. C'est pas vrai. Le 20 août à 20h20. Pourquoi le 20 août? Parce que après je m'en vais, et comme ça j'ai un deadline et j'ai un petit public. J'ai souvent un metteur en scène qui est là, un directeur de théâtre qui vient, mais aussi j'ai un menuisier de Patmos qui parle très bien français, sa femme qui est guide. J'ai aussi des jeunes, enfin j'ai à peu près une dizaine de personnes, pas plus, j'ai un banquier aussi, donc vraiment des gens qui viennent presque spécialement parce qu'ils trouvent ça amusant, et donc je fais une lecture, et puis après on en parle, et donc c'est un moment aussi privilégié sous la voûte étoilée. Le théâtre. Oui. Ça c'est en fait, quand je vois l'ensemble, disons, de ton existence et de ton suivi, en fait, je me rends compte qu'au fond, c'est le théâtre qui est le plus important. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Mais c'est en tout cas, le théâtre, j'y étais plongé dedans, si j'ose dire, parce que ma mère était secrétaire à la comptabilité aux arts, et donc, grâce à ça, je pouvais aller voir gratuitement, parce que je viens d'une famille très modeste, je pouvais aller voir tous les spectacles au Palais des Beaux-Arts, toutes les pièces de théâtre, les tournées Jean Meyer qui faisait Molière régulièrement. J'ai vu tout Molière. T'as fait la VAR, hein, entre 5 et 8 ans. Tu es franc-maçon, je crois. Non, pourquoi? Pas du tout. Hein, c'est un bruit qui court. Oh, mais le nom de bruit qui court. Une caricature en plus. Oui. Non, moi je suis un agnostique. Un agnostique. Non, oui. je ne suis pas athée. Ah. Je suis agnostique à tendance mystique. Ça, c'est intéressant de développer un tout petit peu. Oui. Mais agnostique, parce que, franchement... On ne sait pas, c'est ça. Mais c'est-à-dire, non, je considère que quelqu'un qui est vraiment un croyant de stricte obédience, il a beaucoup de chance d'avoir des certitudes. Ah oui. Et je me demande sur quoi. Et quelqu'un qui dit, moi je suis persuadé, j'ai la certitude qu'il n'y a rien du tout, aucune transcendance. La même chose à l'envers. C'est la même certitude à l'envers, quoi. Oui, c'est très curieux, parce que aujourd'hui, alors que la physique quantique fait des bonds et des bonds, qu'on voit des milliards d'univers, comment dire avec certitude, nous, minuscules, petites poussières cosmiques, il n'y a rien. Donc moi je n'en sais rien, je ne crois pas non plus comment dirais, aux contes de fées,
voilà, au conte de fées, je pense que ça c'est vraiment une invention des hommes. Mais peut-être que ces inventions correspondent à quelque chose de plus profond que nous ne comprenons pas, que nous ne comprendrons jamais. Par exemple, ici, on a l'impression que voilà, cet espace est vide, mais en physique quantique, il y a des hypothèses dingues qui disent mais peut-être que dans cet espace, il y a d'autres multivers. Donc moi, je suis très curieux de tout ça, et donc je suis un agnostique. Alors, à tendance mystique, parce que voilà, quand je suis à Patmos, que je travaille ou que je lis le soir sous la voûte étoilée, eh bien on a le sentiment quand même de quelque chose de beau, d'étonnant, qui nous dépasse. Je crois que tous les écrivains sont mégalomanes, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'ils sont seuls au monde, parce que quelqu'un qui écrit, même s'il ne va peut-être pas l'avouer, comme moi j'ai aucune peine à le dire, je pense qu'il a toujours au fond de lui l'immense espérance, un peu grotesque, de laisser une trace, une réplique, un vers, etc. Alors, moi, franchement, oui, je n'écris pas pour ça, parce que ce serait absurde, mais on a cette espérance en disant, si on pouvait laisser quelque chose. Donc tu te vois dans 200-300 ans, un grand tableau noir, un professeur disant, vrai boss, disait que... Des tableaux noirs, il n'y aura plus. Non, mais... Non, qu'à un moment donné, qu'une pièce ait traversé le temps, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que là, on a touché quelque chose d'essentiel. C'est tout. C'est pas tellement la vanité, c'est plutôt une sorte d'orgueil insensé, en disant, bon allez, on a fait un petit passage, et finalement, on a trouvé le bon bout qui peut intéresser des générations qui n'auront plus rien à voir avec nous. C'est ça qui est merveilleux. Mais tu parles de culture, si j'ai bien lu, tu as fait même un avare en wallon. Non, c'est pas moi qui ai fait l'avare, on l'a traduit. On l'a traduit. Non, c'est exactement, et c'était une expérience géniale. L'avare 2, hein, l'avare 2. Oui, l'avare 2, traduction wallonne, et j'ai été voir la représentation, c'était dans une maison du peuple, c'était un théâtre amateur. Oui. La personne qui jouait l'avare était extraordinaire. Il y avait un entracte après chaque acte où les gens allaient voir. Après chaque acte? Oui, oui. Donc, ils étaient tous à la fête de la pièce. Je crois que ça a duré 3h30 et c'était en tout cas vraiment une expérience de théâtre populaire. Alors c'est vrai que j'ai pas tout compris parce que mon wallon est assez nul, mais c'était une très très belle expérience d'avoir eu cette traduction. Quand on fait le total de tes pièces, on se rend compte que tu en vis en quelque sorte. Et je t'avais vu... Ça dépend des années. Oui, ça dépend des années. Mais je t'avais écouté et ça m'a fort frappé lors d'une allocution, enfin une interview à l'exposé que tu faisais avec Sylvie Godefroy à la Sabane, où tu parlais des droits d'auteur. Et je dois dire que j'ai rarement vu quelqu'un parler sans langue de bois comme toi, avec une vérité, où tu expliquais vraiment que vivre du théâtre n'était pas une chose facile, parce que beaucoup de choses étaient truquées. J'aimerais bien que tu en parles de ces droits d'auteur. En fait, c'est très simple. Moi, je parle de ça depuis que j'ai touché mes premiers droits d'auteur, parce que j'estime que la situation économique d'un auteur est un peu le miroir de l'intérêt que la société porte à la création. Et un auteur en Belgique, alors ça a quand même un peu changé, mais enfin, rarissimes sont les auteurs qui, comme on dit, vivent de leur plume. Alors c'est vrai qu'il y a des années, quand on a une pièce jouée dans un grand théâtre, ok, on a quelques droits d'auteur qui sont de bons droits, mais enfin, si on compare à d'autres pays, ou si on veut vivre avec ça après avoir payé les impôts, hein, c'est quand même du brut. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que dans nos pays, c'est pas uniquement en Belgique, il y a ce que j'appelle un hold-up du droit d'auteur. Ah. Oui, un hold-up. Il y a une mafia qui règne sur la... C'est très simple à comprendre. Tous les théâtres sont subventionnés. Oui. La plupart, en tout cas, tous, en Belgique. La subvention permet à tous les artisans du théâtre de vivre. Sauf l'auteur. Pourquoi? Mais parce que le droit d'auteur, c'est 10% de la recette. Mais la recette va baisser parce qu'il y a une subvention. Une place sans subvention, mettons au théâtre, coûterait 100 €. D'accord? 100 €. Donc l'auteur aurait 10 €. Mais comme il y a une subvention pour faire baisser le prix de la place est de 30 € ou 25 €. Ah, donc il parle du prix de revient et du prix de vente au client. L'auteur a 2 € ou 3 €. Alors que, et c'est ça l'injustice,
Tous les artisans du spectacle, comédiens, metteurs en scène, décorateurs, etc., eux, bénéficient de cette subvention. C'est la raison pour laquelle, dans d'autres pays, les pays du Nord, je pense à la Norvège, à la Suède, etc., l'auteur a 10% de la subvention. Ah, de la subvention. Ah oui. Et à ce moment-là, il jouait dans un théâtre qui, mettons, j'invente, a une subvention de 500 000 euros pour la pièce. L'auteur a automatiquement 50 000 euros. Dans les théâtres privés, là, il n'y a pas de hold-up. Parce que là, l'auteur a 10% de la recette réelle. Et donc, je pense que la communauté française a besoin peut-être d'un renouvellement des aides. Je crois qu'il y a des aides, c'est très parsemé chez nous. Hein. On a voulu faire toujours plaisir à des tas de gens, etc. Mais je crois que Gréoline nous avait dit dans une interview qu'elle avait au début de chaque année environ 510 ou 520 associations diverses qui attendaient le subside qu'elle devait donner. Oui. Donc là, voilà, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et en tout cas, si j'étais dans cette hypothèse fantasmatique, je réclamerais en tout cas un budget beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Un meilleur contrôle peut-être. Oui, mais d'abord un budget plus élevé et alors un contrôle drastique. Et en tout cas, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus de hold-up du droit d'auteur, ça c'est sûr. Oui. Les projets pour demain? Oh, pour demain, mais là par la télé et le... Non, je termine une pièce de théâtre que j'ai écrite cet été, qui s'appelle Mr. President, qui est une pièce de théâtre à 3 personnages, où il y a un président... qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît ou... Oui, enfin, qui ressemble tout en ne ressemblant pas, mais qui pourrait ressembler en tout cas à quelqu'un. Ça se passe dans un endroit secret à la Maison Blanche, qui est c'est une comédie, parfois dramatique, parfois loufoque et qui interroge sur le pouvoir. Et qui pourrait se jouer où? On ne sait pas encore. Vous savez, au théâtre, il faut parfois ça va très vite, parfois il faut attendre. Justement, je pense à ça. J'ai écrit une pièce qui s'appelle La Piole. Oui. Qui a été refusée pendant 5 ans, pour ainsi dire, par tous les théâtres. Pour quelle raison? En disant... Sans intérêt? Non. En disant, on ne crache pas dans la soupe. Pourquoi? Ah! Parce que c'est une pièce qui est basée sur le harcèlement sexuel des acteurs et des actrices. Vous voyez ce que je veux dire, hein? T'as déjà été harcelé, toi? Non, pas moi. Mais voilà. Et donc, il a fallu Feu Henri Ronce, oui. qui a dit « Ah, j'invente la pièce », mais il a fallu 6 ans. Et donc, c'est pas par hasard. C'est qu'elle tapait scandaleusement, entre guillemets, tout simplement parce que le harcèlement sexuel était quelque chose dans les milieux de théâtre qui était souvent banalisé. Et quand j'ai harcèlement, c'est pas seulement de la violence, du viol. Hein. Non. C'est beaucoup plus... Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, maintenant, ça me fait rire, il y a le truc Weinstein, c'est balance ton porc, etc. C'est curieux comme... Que tout le monde connaît, que ça a toujours existé. Hein. Les chapes de plomb peuvent durer des années, et puis à un moment donné, on se renverse. Et alors, c'est un déchaînement qui peut être dangereux, parce que n'importe qui peut attaquer n'importe qui, et ça fait des dégâts. C'est là que je disais qu'on est dans une période unique dans l'histoire de l'humanité à tout point de vue. Et ça, pour un auteur, c'est génial. Oui. On ne sait pas ce qui va se passer, tout est improbable, tout est dangereux, tout est en pleine mutation, on est peut-être à l'approche d'une 3e guerre mondiale. Le nucléaire est là, on a inventé les armes pour s'autodétruire. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, époque formidable parce que il faut une mutation. C'est un peu comme le Moyen-Âge et la Renaissance. Parce que si on continue comme ça sans rien changer, c'est clair qu'on va dans le mur. Mais en même temps, la plupart des espèces disparaissent. Donc la bonne question, pourquoi pas un beau jour la nôtre? Tu es aussi pessimiste que ça? Dans la vie, je ne suis pas pessimiste, mais à long terme, est-ce que l'être humain aura la sagesse pour sauver son espèce? Voilà, là, il faut m'en convaincre.